Elle est avec nous, Christine Bertin, qui est responsable cotation au SML. Christine Bertin-Belot, c'est à vous. Nous vous écoutons. Merci de nous prendre entre vos deux consultations. Bonjour à tous. Je vais vous parler de cotation et je vais partager mon écran. Alors, les actes médicaux que vous pouvez réaliser en soins non programmés, vous êtes médecin généraliste, donc je me suis limitée à ce qui était possible pour vous, en sachant que, bien entendu, tous les actes et leurs cotations sont susceptibles d'être modifiés, sont modifiables. C'est lors des discussions conventionnelles entre les syndicats et l'assurance maladie. On peut modifier beaucoup de choses. Vous avez une spécialité qui est toute neuve, qui n'existe pas et qui n'existait pas jusqu'à présent, qui est en train de grandir beaucoup. Et du coup, l'assurance maladie s'aperçoit que ça lui coûte cher, notamment sur les tarifs de nuit et les tarifs de dimanche qui ont progressé d'une façon exponentielle, bien évidemment, depuis 2 ans. Ce qui explique la raison pour laquelle l'assurance maladie est en train de rétropédaler pour diminuer ce que ça lui coûte. On va voir ça tout à l'heure. Donc la lettre clé principale, c'est la consultation. La consultation, je vous le rappelle, elle est toujours à 23 €, elle n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est la majoration médecin généraliste, qui est 3,50 € pour l'instant, et qui va passer à 30 € à la fin de l'année. À partir donc, du 22 décembre 2024, quand la nouvelle convention va s'appliquer, toutes les majorations, médecins généralistes, médecins spécialistes, etc., vont être supprimées pour ce que la Sécu appelle une consultation de référence. Pour les généralistes, ça sera le G et la visite VG à 30 €, uniquement pour les secteurs 1, secteur 2 au et les secteurs 2 lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables. L'APC, la vie ponctuelle de consultant, qui est actuellement à 56,50 €, qui va passer à 60 € à la fin de l'année, c'est un avis de spécialiste également en médecine générale, donc qui vous concerne aussi, à la demande explicite du médecin traitant. Ça signifie quoi explicite? Qui est une trace. C'est-à-dire que quand un médecin traitant vous adresse un patient avec une lettre ou un coup de fil ou un mail ou quoi que ce soit, un SMS, je ne sais quoi, eh bien vous pouvez coter un APC quand vous ne connaissez pas le patient. Il ne faut pas l'avoir reçu dans les 4 mois qui précèdent, ne pas le revoir dans les 4 mois qui suivent pour cette même pathologie. Mais si le médecin traitant vous renvoie le patient dans l'intervalle des 4 mois pour une autre pathologie que la précédente, vous avez le droit de recruter un APC. Ça concerne les médecins urgentistes. Je ne crois pas qu'il y en ait parmi vous, c'est ceux qui exercent dans des services d'urgence privés. Une nouvelle majoration qui est créée, qui s'appliquera au 22 décembre et qui concerne les patients de plus de 75 ans quand leur passage auprès du médecin urgentiste est suivi d'une hospitalisation quand ils sont arrivés dans le service d'urgence en ambulance avec le SAMU. Je ne crois pas que ce soit le cas dans vos centres, dans en face. Les majorations que vous pouvez appliquer, c'est les majorations liées à l'âge du patient et les majorations d'urgence. La majoration enfant, vous connaissez déjà, MEG 5 €, elle ne change pas, jusqu'aux 6 ans de l'enfant, quel que soit votre secteur d'exercice. Et une que vous oubliez peut-être, si vous faites comme moi et comme nous tous, c'est la MOP, la majoration personnes âgées. Elle concerne les personnes âgées de 80 ans ou plus, dont vous n'êtes pas le médecin traitant. Et également pour vous, en l'absence du médecin traitant, ce qui est quasiment toujours le cas quand vous recevez des gens qui sont programmés, vous ne devez pas oublier de coter cette MOP de 5 € pour tous les patients à partir de 80 ans ou plus. Mettez-vous un titre dans la tête pour y penser. Cette majoration peut être cotée en consultation, en téléconsultation, en visite, en urgence, en traitement des soins. C'est depuis le 1er janvier de cette année, mais tout le monde l'oublie. La majoration correspondant urgence, pour des actes à tarif opposable, bien sûr, c'est une consultation par un médecin correspondant d'un patient adressé en urgence par le médecin traitant ou par le service d'accès aux soins. Et quand vous recevez le patient dans un délai de 48 heures maximum, MCU, c'est 15 €. Ça, vous pouvez l'utiliser également. Les majorations de déplacement urgence. Alors, actuellement et jusqu'au 22 décembre, quand vous recevez un appel après 19 h ou avant 7 h du matin pour une urgence médicalement justifiée, et jusqu'à présent, c'est le médecin qui reçoit le patient qui est le seul juge de si l'urgence est médicalement justifiée, vous pouviez coter F 19,06 € le dimanche et le jour férié, et puis les cotations de nuit.
À partir de la nouvelle convention, fin décembre, ces majorations vont être réservées aux médecins de garde. C'est donc ce qu'a trouvé l'assurance maladie pour diminuer le coût de ces majorations qui a explosé, puisque il est passé à 42% en 2022. Les majorations en garderie, et je ne crois pas que ça vous concerne, on ne va pas dessus. La prise en charge de soins non programmés régulée par le CE3. Alors, si vous êtes en relation avec les services d'accès aux soins, quand il y en a un dans votre région, SNP 15 €, c'est la majoration du médecin non traitant lorsque la régulation du service d'accès aux soins envoie un patient et qu'il est pris en charge par les clarificateurs. Vous avez un maximum de 20 SNP que vous pouvez coter par semaine. Et MRT 15 €, c'est la même chose, mais pour les patients dont vous êtes le médecin traitant, et quand la régulation vous les envoie. La participation des médecins à la régulation du service d'accès aux soins sera payée 100 € de l'heure, plus la prise en charge des cotisations sociales des médecins du secteur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les soins non programmés? En tarif opposable uniquement et sans cumul avec les majorations de terminalisation, du 22 décembre, il y a une nouvelle cotation MHP de 5 € pour la majoration de dimanche et de nuit hors urgence. Et sachez, 5 €, c'est une prise en charge entre 19 et 21 heures à la demande du service d'accès aux soins. Et à partir du 1er janvier 2026, la MCU, la majoration médecin correspondant qu'on a vu tout à l'heure, pour une prise en charge dans les 48 heures, elle passera à 4 jours ouvrés. Et on crée également une nouvelle majoration MVR de 10 € pour les visites à domicile dans les 24 heures par le médecin après appel de la régulation du service d'accès aux soins. Vous voyez qu'il y a une grande volonté de tout faire passer par les SL. Les actes techniques, je vais peut-être passer rapidement dessus parce que je pense que vous connaissez. La NGAP, c'est les actes par lettres clés. La CCRM, la classification commune par 4 lettres et 3 chiffres, qui concerne les actes de chirurgie et les actes techniques médicaux. On peut cumuler 2 actes techniques médicaux ou de chirurgie avec cotation à 50% du deuxième acte ou à 75% si on fait 3 actes. 3 actes, c'est rare, c'est quand on fait par exemple des sutures sur 3 zones différentes du corps. Quand on cumule 2 actes cotés en CCAM, on doit noter, préciser le code d'association pour l'acte qu'on entend faire tarifer à 100%, et celui à 50%, c'est le code 2, à 100%, c'est le code 1, le code 3, c'est etc. Est-ce qu'on peut cumuler un acte clinique et technique? En règle générale, il n'y a aucun cumul possible entre une consultation, une visite ou un APC et un acte technique CCAM, sauf dans quelques cas, vous connaissez déjà le CG, qui se cumule sans décote, et frottis vaginal. À partir de la nouvelle convention, les actes que je vous ai notés là, qui concernent des ponts articulaires ou des injections, des illustrations, il sera possible de les cumuler avec une consultation, ou une visite d'ailleurs, ainsi que tout ce qui concerne les pauses, changements ou ablations de stérilet et la spirométrie. Donc on retient qu'en règle générale, on ne peut pas cumuler un acte clinique à un acte technique, sauf dans les conditions que je viens de vous montrer. Et de même, les majorations des actes cliniques ne sont pas cumulables avec un acte technique, et vice-versa, les modificateurs des actes techniques ne sont pas cumulables avec les actes techniques. Les échographies. Vous pouvez coter des échographies si vous avez fait une formation obligatoire à l'échographie, si vous le tracez dans le dossier patient et dans le DLP, et si vous remettez au patient l'indication, compte rendu, l'imagerie, ainsi qu'au médecin traitant ou au médecin prescripteur si ce n'est pas le médecin traitant. Et je vous rappelle que l'assurance maladie ne considère pas que l'échoscopie soit un acte en soi et que ça ne donne donc lieu à aucun remboursement. Je vous parle de ça parce qu'il y a des petits appareils d'échoscopie qui sont ambulatoires et qui sont très faciles à utiliser, mais ceux-là ne peuvent pas donner lieu à remboursement parce que notamment on n'a pas d'imagerie correcte et puis également les formations obligatoires sont pas les mêmes. Quelques actes techniques,
Alors là, vous voyez que pour les tamponnements nasales, il y a le modificateur M. Qu'est-ce que c'est que ça? Le modificateur M, c'est 26,88 €. C'est pour les actes CCAM qui sont réalisés en urgence au cabinet médical, donc qui le concernent. Et ils sont applicables à certains actes techniques qui sont indiqués dans Amélie. Donc, si vous n'êtes pas sûr, par exemple, pour une suture ou quelque chose qui... Vous ne savez pas si on peut l'appliquer, vous regardez dans Amélie, tout est noté. Le traitement de premier recours au cabinet médical d'une urgence vitale, 4Y010, plus le modificateur M, 74,88 €. À chaque fois que vous réanimez quelqu'un au cabinet, quand vous avez une femme malaise, que vous devez faire soit une réanimation cardio-respiratoire, soit poser une perf, mettre de l'oxygène, toutes ces détresses cardiaques, respiratoires, les chocs, le anaphylactique, voilà, les crises d'épilepsie, toutes ces choses-là peuvent donner lieu à cette cotation, y compris pour vous. Il n'y a aucune raison que l'assurance maladie vous la refuse. Si c'est le cas, il faut en référer à votre syndicat. Les modificateurs des actes techniques, le modificateur P pour le début et fin de nuit, S pour la nuit de front, 40 €, F qui est le même que la majoration F des actes cliniques, mais ce modificateur F, lui, ne sera pas modifié. Donc vous pouvez l'ajouter sur papier quand vous faites un acte technique, c'est la F. Le modificateur M, on vient de le voir. Les actes techniques, donc les plus courants, donc ça je pas de question, les sutures, comme vous voyez, il y a toujours le modificateur M pour les sutures, c'est bien normal, il faut quand même les faire rapidement. La téléconsultation, je vous ai mis la facturation, je ne sais pas si vous en faites en soit programmé, mais voilà, si vous en faites. Non, on nous dit non. Ouais. TC, 23 € pour les médecins secteur 2 et PCG 26 € pour les médecins secteur 3, secteur 2. Les majorations qui sont autorisées en téléconsultation, c'est le SLP de 15 € et la MOP de 5 € pour les personnes de 80 ans. Il ne faut pas les oublier. Maintenant, pour répondre à vos questionnements concernant la cotation, notamment qui vous est souvent refusée par les caisses d'assurance maladie de la majoration de F, de 19,06 € pour le dimanche et les jours fériés, et puis également les tarifs de nuit qui vont également être concernés. Si l'assurance maladie considère que les actes ne sont pas urgents, parce que la nouvelle cotation de 5 €, elle concerne des soins réalisés le dimanche ou la nuit, mais qui ne sont pas urgents. Donc ça signifie que l'assurance maladie considère que vous faites des soins non urgents et qu'elle ne doit pas les rembourser puisqu'ils ne sont pas urgents. Dans ce cas, si c'est un soin non urgent qui aurait pu attendre le lundi, il s'agit d'une exigence du patient. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un dépassement exceptionnel pour exigence du patient. C'est le DE, il existe depuis 50 ans, et il ne doit pas être lié à un motif médical, mais à une exigence particulière du malade. C'est exactement le cas si l'assurance maladie considère que ce n'est pas un soin urgent, et que vous êtes d'accord avec ça, et que donc vous ne mettez pas la cotation F, ou si on vous la refuse, eh ben vous faites un dépassement exceptionnel. En pratique, pour faire un dépassement exceptionnel, vous devez le mettre dans votre affichage de salle d'attente. Je vous rappelle que cet affichage est obligatoire depuis 2018. Vous devez respecter le taxe et la mesure. Vous devez l'inscrire sur la feuille de soins, bien qu'il ne soit pas remboursé, et vous devez avoir une traçabilité dans le dossier pour le cas où la sécurité sociale vous cherche tout plus tard. Il peut être pris en charge par certaines mutuelles selon les contrats des patients. Les exclusions du DE, c'est le choix d'organisation du praticien. Si vous décidez, même sans faire des soins non programmés, mais si vous avez un choix de travailler jusqu'à 11 h du soir parce que ça vous arrange vous en tant que médecin, vous ne pouvez pas le faire payer aux patients. Par contre, si vous êtes un organisme de soins non programmés, d'accord, c'est un choix d'organisation, non pas de vous, c'est une réponse aux patients et une réponse au pouvoir public, qui était très demandeur de ce genre de réception des patients,
Et donc, vous répondez à un besoin et à une demande des pouvoirs publics et des patients. Donc, ce n'est pas que un choix d'organisation de vous, c'est également une exigence quelque part et des pouvoirs publics et des patients. Donc, pour moi, le DE, vous pouvez l'appliquer dans ces cas-là. Je vous rappelle que le DE, on ne peut pas l'appliquer pour une autre raison comme une expertise particulière, par contre, ce n'est pas une raison acceptée par l'assurance maladie, et que vous ne pouvez pas le faire pour un conseil au téléphone en dehors des téléconsultations. L'article 66 actuel de la Convention 2016, qui est reconduit dans la Convention 2024 et qui sera l'article 117.1, concerne le cumul d'un acte remboursable avec un acte non remboursable. Un acte non remboursable, c'est un acte qui n'est pas remboursable par l'assurance maladie. Donc ça aussi, ça peut rentrer dans le cadre de vos consultations de soins non programmés lorsque la sécurité sociale considère que vous pratiquez un acte qu'elle ne rembourse pas. Et à ce moment-là, vous faites votre acte remboursable normalement avec une feuille de soins ou une carte vitale, et puis l'acte non remboursable, vous l'inscrivez sur un reçu à part que vous donnez au patient. Avec évidemment, taxe et mesures, ce sont des honoraires libres. Vous devez avoir un affichage en salle d'attente du contenu complet de l'article 117.1, donc à partir de décembre, et puis le tracé dans le dossier patient. Vous devez donner un reçu à part pour les patients, et puis vous pouvez le cumuler, bien sûr, à un DE ou à autre chose, ça c'est vous qui regardez, et vous devez surtout tenir une comptabilité à part de ces autres documents. Pour quels actes? Actuellement, les actes non remboursables, c'est tous les certificats qu'on fait pour les patients, que ce soit pour les assureurs, les avocats, etc. Les dossiers APA, pour les allocations personnes âgées, les certificats médicaux de non-contre-indication sportive, les certificats des blessures, etc. Et en gros, tous les actes qui n'existent pas la nomenclature, il y en a beaucoup, notamment en médecine esthétique, c'est pour ça que les médecins se tournent beaucoup vers la médecine esthétique, c'est que c'est quasiment que des actes non nomenclaturés, donc du tarifé, de l'honoraire. Voilà, pour en savoir plus, parce que là je suis passée très très vite, bien évidemment, on organise, je fais personnellement des formations à la nomenclature et à la CCAM. C'est des diaporamas qui font 125 diapos, donc là on est passé très très rapidement sur le coup. Mais je vous recommande vraiment de suivre ces formations-là, c'est très productif et très intéressant. Et ça vous permet d'utiliser les bonnes cotations. C'est vrai qu'en France, le soin non programmé, c'est très particulier. Et je pense que ça va nécessiter des discussions avec l'assurance maladie pour ces nouvelles formes d'organisation du travail. Et certainement des cotations à part, peut-être forfaitaires ou pas. Je pense que c'est des choses qu'il faudra discuter avec vous, avec votre fédération, de façon à porter notre parole au niveau des syndicats et d'obtenir que vous ayez un modèle économique qui tienne la route. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Christine Bertin pour votre intervention, et je sais que vous devez partir en consultation, donc merci d'avoir pris sur votre temps pour... Je vais vous quitter. Pierre-André se charge de répondre aux questions s'il y en a pour moi. Donc ça fait apte à le faire et je vous souhaite une très bonne fin de congrès. Merci, belle soirée à vous madame et bonne consultation. Alors il est 17h, on avait promis d'arrêter à 17h, je sais qu'il y avait un temps d'échange qui était prévu avec Stéphane Bergzol et puis avec Sylvie Fillet-Bernard. Est-ce qu'on a une réflexion, une question peut-être rapide, Sylvie, puis ensuite le mot de conclusion du congrès avec Maëva Delaveau? Oui, en fait, je ne vais pas vous prendre trop longtemps. Je voulais simplement vous dire que vous êtes d'anciens hospitaliers, mais maintenant des libéraux. Et que l'organisation des soins est dans les missions des URPS. Donc, je ne peux que vous encourager à vous inscrire et surtout à vous engager auprès des URPS pour justement essayer d'influer auprès des décideurs politiques que sont les ARS, bien sûr, la CEPAM et d'autres institutions
et venir travailler avec nous. Voilà. Donc, dans chacune de vos régions, vous avez une URPS médecin et je pense que là aussi, il faut faire du lobbying, il faut vous faire connaître, il faut vous faire reconnaître. Et voilà, c'était la seule chose que je voulais rajouter.